invité avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Laurent Dédier est à nos côtés, directeur général délégué en charge des gestions chez Autingre Banque Privée. Bonsoir Laurent. Bonsoir Laurent. Zakaria Darwish nous accompagne également, responsable des solutions taux et crédit de CPR Asset Management. Bonsoir Zakaria. Bonsoir Grégoire. Et Nourane Charer à nos côtés, directeur de la gestion de Mansartis. Bonsoir Nourane. Bonsoir. Nourane, peut-être commençons avec vous. Et la surprise du jour qu'on n'avait pas vu venir, les résultats de Richemont avec encore une fois une croissance interne, un taux de croissance interne de 10% quand le consensus des analystes ne visait que 1%, je crois, sur ce quatrième trimestre. C'est une sacrée surprise. Quelle est la lecture que vous en faites du point de vue de Richemont, du point de vue du secteur du luxe et pourquoi pas pour les actions européennes quand on connaît notamment le poids du luxe dans un indice comme le CAC par exemple? C'est vrai que les résultats de Richemont ce matin étaient une très belle surprise du fait de l'ampleur par rapport aux prévisions qu'on attendait. Vous l'avez dit, plus 10 de croissance versus plus 1 attendu, boosté aussi bien sur l'Europe que sur les États-Unis. En Europe, on est en croissance de 19%, aux États-Unis en croissance de 22%, boosté essentiellement par la confiance des consommateurs post-élection et par un dollar fort. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Est-ce qu'on peut faire un read-across sur l'ensemble du secteur ? Oui, quand même, notamment sur la partie américaine. On voit bien effectivement que la consommation finalement reste forte aux États-Unis. C'est ce qui avait notamment été un peu un game changer pour le secteur du luxe sur la deuxième semestre de l'année dernière. Mais je pense que la prudence doit être... on doit rester prudent sur les publications qui vont venir sur LVMH, qui vont arriver fin janvier, à plusieurs titres. La première chose, c'est que attention, parce que l'Asie, on a toujours un manque de visibilité sur l'Asie. L'Asie est toujours en contraction de 8% chez Richemont et va continuer à peser sur l'ensemble. Chine, c'est moins 18 et Asie, au global, c'est moins 8. Asie, et la Chine, c'est moins 18 et la Grande Chine, c'est moins 27. Donc, en fait, on a quand même ce manque de visibilité sur les tendances de consommation en Chine qui vont continuer à peser sur le secteur. Le deuxième élément, c'est attention, parce qu'on parle souvent des valorisations du secteur du luxe qui sont aujourd'hui faibles et qui sont potentiellement investissables aujourd'hui. En fait, avec le re-rating qu'on a eu sur le secteur du luxe en décembre, le secteur globalement depuis fin novembre a pris 20%, on se retrouve avec des valorisations qui sont pas loin des niveaux historiques. LVMH, c'est 24 fois les résultats, la moyenne c'est 25, Hermès, on est sur des valorisations au-dessus de la moyenne historique. Donc attention à ne pas être trop exigeant, c'est pas value. Oui. Attention à ne pas être trop exigeant sur la publication de résultats. L'autre élément, c'est que dans le secteur du luxe, on va avoir quand même des croissances qui devraient sur le T4 être relativement en ligne par rapport au T3, donc des croissances organiques qui sont faibles. Dans un secteur avec une industrie à coût fixe, vous aviez des leviers opérationnels qui vont être limités. Donc attention aussi ce qu'on pourrait avoir du côté des marges. Et puis l'autre point quand même qui est assez spécifique chez Richemont, et on ne peut pas faire de read-across sur l'ensemble du secteur, c'est qu'il y a quand même deux marques avec des nouveautés produits, avec Van Cleef et Cartier, qui ont poussé la croissance de Richemont. Quid de ce qui va se passer sur les autres acteurs. Donc prudence sur le T4. Le read-across est bon aux États-Unis, mais on va attendre les publications de résultats pour potentiellement renforcer des positions qu'on a déjà. Qu'est-ce que vous retirez de la publication de Richemont dans une lecture un peu globale du marché? Les réactions sur les titres, enfin sur le titre Richemont, mais sur les titres du secteur sont quand même spectaculaires. LVMH, c'est plusieurs centaines de milliards de capitalisation boursière. C'est quasiment 10% de hausse aujourd'hui, quoi. Il y a un petit ouf de soulagement, certainement. Et donc derrière, après, il y a un effet induit technique des marchés financiers, c'est que le positionnement des investisseurs et probablement des hedge funds était plutôt conservateur, voire prudent. Et donc face à une réaction positive, ces gens-là sont obligés de se racheter pour éviter de se retrouver dans des situations avec des pertes qui deviendraient importantes. Donc il y a un effet technique. La seule chose que moi je signalerais pour les gens qui ont la capacité à investir sur les différentes géographies, attention, l'histoire m'a toujours appris qu'en général, alors peut-être que le monde peut changer, mais Richemont se traitait historiquement avec 15, 20, parfois plus de décote vis-à-vis de LVMH. Et on a toujours dit que le hard luxury, c'est-à-dire la partie joaillerie et horlogerie, avait une décote par rapport au soft luxury, c'est-à-dire la maroquinerie. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Avec la réaction d'aujourd'hui, on a gommé une très, 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 très grande partie de ces décotes et on est plutôt pas loin de ratios équivalents. Peut-être que c'est un nouveau paradigme, trop tôt peut-être pour le dire. Voilà. Après, si la lecture au-delà de Richemont, LVMH, donc en trading, j'avoue que si on était un peu long de Richemont, on pourrait en vendre pour peut-être à la rigueur se dire, dans un trou d'air, s'il y a un trou d'air, faire du LVMH, parce que les différences de valorisation peuvent devenir intéressantes intra-secteur.
La bonne nouvelle, j'ai envie de dire, c'est qu'il y a surtout un ouf de soulagement parce que le consommateur des pays, j'ai envie de dire, développés, zone euro, on l'a vu, et États-Unis, on l'a redécouvert. J'ai envie de dire, c'est pas une vraie nouvelle parce que on sait qu'il est quand même très très souvent au rendez-vous. Alors sur le luxe, il y a eu un tout petit peu de volatilité et de cyclicité. C'est que ces consommateurs sont toujours au rendez-vous. Et on a quand même l'espoir cette année qu'avec des pressions inflationnistes qui ont beaucoup diminué. Alors bien évidemment, on a beaucoup d'interrogations sur l'évolution de l'inflation en 2025. Trop tôt pour en parler, mais on peut commencer à se donner quelques points de repère. On se dit que le fameux sujet du salaire réel va avoir un effet favorable. Et donc certains secteurs liés à la consommation pourraient nous surprendre agréablement sur les publications de cette fin d'année et peut-être sur certains messages 2025. J'imagine pas, à la veille peut-être de quelques chamboulements politiques avec cette nouvelle administration qui démarrera son mandat lundi prochain aux États-Unis, que les managers des sociétés européennes ou américaines soient incroyablement bullish sur les messages, mais peut-être qu'ils peuvent être plus positifs ou avoir un message un peu plus constructif. Quel type de consommation, là? Qu'est-ce que ça implique pour un investisseur, justement? Quand on dit le consommateur va bien, là, on parle du hard luxury, vous l'avez dit vous-même. Cartier, Van Cleef, c'est pas de la consommation quotidienne pour le tout venant, quoi. Est-ce que cette idée-là, on peut la déployer largement à un ensemble de secteurs liés à la consommation? Est-ce que ça va être très spécifique? En 2025, si j'ai envie d'être contrariant, il y a un secteur qui est profondément déprécié en valorisation, probablement peu détenu, voire détesté, c'est le secteur automobile. Secteur automobile, il faut juste se dire quelques éléments. Après, rationnellement, il faut faire son cas d'investissement individuel, société par société. C'est petit 1, le coût de l'électrification, donc de la batterie, ne fait que diminuer. On est sur une tendance de moins 20% par an. Donc ça veut dire que sur vos intrants, vos coûts, vous avez déjà un moins 20% sur, on sait, un sujet qui coûte très cher pour le fabricant, parce qu'en plus il va souvent aller l'acheter s'il n'est pas en JV. Le deuxième élément, c'est que l'Europe, discrètement, a donné quelques éléments sur sa vision de l'électrification du parc automobile à moyen terme en fin d'année dernière, et elle a abaissé l'objectif. Ça veut dire qu'il n'y a plus une course contre la montre à l'électrification du parc automobile. Puis après, vous avez des valorisations qui sont parfois absurdes. Il faut bien sûr trier le bon grain de livret. Il y a des dossiers qui sont compliqués. Qui est le CEO de Stellantis demain? C'est une vraie question pour le groupe. Mais je trouve que c'est un secteur, quand on se dit consommation, dépréciation et sous-valorisation, peut-être qu'il faudra savoir le regarder. C'est pas notre message aujourd'hui, mais c'est la question qu'on se pose à un moment ou à un autre pour le tournant de 2025. C'est dans le radar. On Exactement. peut l'avoir dans le radar. C'est revenu dans le radar, parce que c'était totalement ininvestissable. Je crois que sur la toute fin d'année, on a des ventes automobiles qui sont un peu moins catastrophiques que ce qu'on pouvait observer auparavant. Il y a quand même là aussi quelque chose qui... Alors, est-ce que c'est un redémarrage? Est-ce que c'est le début d'une reprise? Ou est-ce que c'est un sursaut? Je n'en sais rien. En tout cas, le thème de la consommation, c'est vrai que c'est quelque chose qui revient beaucoup là en ce début d'année, je trouve, Zakaria. Oui, tout à fait. Sur le plan macro, en général. Oui, ça dépend des différentes économies, mais effectivement, quand on regarde certains secteurs qui ont été mal aimés à un moment donné par rapport à un facteur en particulier, je repense à l'année 2024 et je pense au secteur immobilier, où on était rentré, mais vraiment avec un secteur complètement dévasté, et le sujet, c'était le refinancement et des investisseurs. Et au fait, ça a redémarré la machine, même si les taux longs, finalement, qui étaient pointés comme étant le sujet du secteur immobilier, ils n'ont pas tant baissé que cela. Mais ce refinancement a permis, au fait, de plus quelques cessions et une gestion financière qui soit correcte. Et du coup, effectivement, pour le secteur automobile, c'est un des secteurs qu'il faut regarder, d'autant plus qu'on est de plus en plus dans un monde globalisé. Par exemple, quand on regarde le secteur auto en Europe, on regarde beaucoup les Allemandes et ce qu'ils font en Chine. Donc finalement, ça dépend un peu, ça rejoint le thème de la consommation mondiale. En fait, on voit que la conso aux US, on avait parlé en début d'émission, en fait, l'économie va encore très très bien. En Europe, on a des questions avec une dichotomie entre les économies du Nord et les économies du Sud, mais que globalement, ça reste globalement atone. Et la Chine, sur laquelle on a encore de vraies questions fondamentales vis-à-vis de la politique monétaire et fiscale à venir. Ouais. Bon, de ce point de vue-là, justement, Zakaria, c'est quoi le principal risque pour les marchés américains en 2025, que l'économie américaine aille trop bien encore ? Il y a différents risques qui sont identifiés, mais on voit que finalement, on a été
si on pense au secteur automobile, mais de façon plus générale, en fait, on a été dans la politique du pricing du pire. C'est-à-dire qu'au fait, au final, on se retrouve dans des configurations de marché où on a une asymétrie de pricing, c'est-à-dire qu'on a vraiment pricé le scénario quelque part catastrophe. Ouais. Donc, par exemple, les baisses des taux de la Fed, on est à une seule baisse des taux. Donc, pour se retrouver dans ce schéma-là, il faut vraiment plusieurs surprises négatives sur le côté de l'inflation, avec une inflation qui ne viendrait pas juste stagner, ou qui viendrait vraiment réaccélérer. Repartir. Voilà. C'est ça. Et ça, en fait, la barre est quelque part un peu haute aujourd'hui. On a effectivement certains segments sur lesquels on voit que l'inflation est plus sticky, a du mal à baisser, plus persistante que ce qu'on espérait. On voit un marché de l'emploi qui se porte bien mieux que ce qu'on aurait espéré. Mais de là à avoir une inflation qui redémarre, là, il faut vraiment un catalyseur extérieur, et c'est là où on reviendrait sur le risque Trump. Ouais. Donc le sujet de quelle politique fiscale va être appliquée aux États-Unis, et est-ce que le prochain président prendrait le risque de faire redémarrer l'inflation aux États-Unis. Et vous dites, c'est intéressant, parce que c'est vrai que dans le monde action, le pricing du pire, c'est assez simple, on regarde la valo du secteur automobile, on comprend. Mais dans l'univers obligataire, vous dites, là aussi, quand on a vu les taux repartir, alors jusqu'à hier, avec le rapport sur l'inflation qui est venu mettre un coup d'arrêt au mouvement, mais quand on voyait les taux longs repartir en direction des 5%, là aussi, il y avait l'idée qu'on était en train de pricer à nouveau le pire sur le scénario d'inflation, c'est ça Tout à fait. Alors, on voit, en fait, sur la séquence récente de la hausse des taux, en gros, une des lectures, c'est de la voir en deux séquences. Il y a une séquence de mi-septembre jusqu'à décembre. Donc, mi-septembre, baisse de taux de la Fed de 50 points de base, c'est le début de la séquence. Tout à fait. Donc, début de séquence de hausse des taux longs, et même des taux intermédiaires, donc le 2, le 5 et le 10 ans, ont globalement monté à peu près de façon parallèle, d'environ 0,6-0,7%, avec cette logique de une croissance plus forte. Donc, la Fed n'aura pas besoin de baisser ses taux, et pourra se concentrer complètement sur l'inflation. Et on était dans cette logique-là. À partir de début décembre jusqu'à aujourd'hui, là, on voit en fait une autre dynamique qui s'est installée jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'inflation publiée hier aux États-Unis. On voit une deuxième dynamique qui s'installe, qui est une dynamique plutôt de pontification de la courbe. C'est-à-dire que la partie courte de la courbe de 2 ans a monté un petit peu, la partie longue est montée 30 à 40 points de base de plus, et que ce soit aux US qu'en Europe. Ouais. Et du coup, ça, on peut le lier à 2 éléments. La première, c'est justement cette crainte quelque part, en fait, que cette croissance plus forte vienne alimenter le sujet inflationniste. Et deuxièmement, c'est tout ce qui est autour, en fait, de la politique fiscale, ce qui expliquerait que la partie longue de la courbe soit montée beaucoup plus. Et ce sujet-là, on l'a malheureusement autant en Europe qu'aux États-Unis. D'accord. Mais cette repentification de la courbe, c'est pas une prédiction d'un risque de récession qui pourrait arriver là au cours de cette année 2025. C'est pas comme ça qu'il faut le dire. D'accord. Si on était dans cette logique-là, on aurait les taux courts auraient qui auraient beaucoup plus baissé. C'est la façon dont la courbe s'est repentifiée qui est différente d'une pontification récession, quoi. Voilà, tout à fait. Pour dire les choses. Qu'est-ce qui vous intéresse dans Trump à partir de lundi prochain, du point de vue des marchés et de l'investissement, Nourane? À quoi est-ce que vous allez être attentive Je pense qu'aujourd'hui, le marché se focalise sur les conséquences de ces politiques douanières et migratoires sur l'inflation. Ouais. Ça, c'est le principal problème. C'est ce qui a amené effectivement la hausse des taux de 100 points de base depuis la première baisse des taux de la Fed en septembre, et une accélération d'ailleurs depuis l'élection de Trump, avec une hausse des taux longs aux États-Unis de 40 points de base. Donc le sujet principal, c'est l'inflation. J'ai le sentiment qu'en fait, on surinterprète, ou en tout cas on surestime les effets des politiques douanières sur l'inflation. Parce que quand on regarde ce qui s'est passé lors de son premier mandat, en 2018, il avait augmenté effectivement les taxes douanières sur les produits chinois de 5 à 20%. Il l'a fait en début 2018, et quand on regarde ce qui s'est passé sur l'inflation en fait n'a pas bougé. Pourquoi ? Parce qu'on a eu une hausse du dollar qui a limité le prix des produits importés. Donc, alors qu'à l'époque, la Chine était le premier partenaire commercial des États-Unis. Aujourd'hui, c'est plus la Chine. Aujourd'hui, c'est l'Europe. Donc, je considère que peut-être, et en plus, il n'avait pas, effectivement, il avait annoncé 45% de droits de douane, etc. Il a fait la moitié. Donc, attention, parce que pour Donald Trump, c'est effectivement
une arme de négociation forte. C'est une arme de négociation qu'il a utilisée effectivement pour se faire élire, etc. On verra ce qu'il va faire, on verra exactement ce qu'il va mettre en place. Et puis, dans un deuxième temps, on verra effectivement les impacts qu'on peut avoir sur l'inflation et je pense qu'elles seront moindres. Du côté de la politique migratoire... Sur les tarifs, juste un point, Nourane. Une différence que je note par rapport à la logique tarifaire de la première guerre commerciale 2018-2019, c'est que là, il y a l'idée que les tarifs vont permettre de générer des ressources, des recettes qui doivent financer une partie des Trumponomics, et notamment les baisses d'impôts promises et qui vont être attendues par son électorat. On va créer un fonds qui va rassembler les ressources, les recettes générées par ces tarifs qui vont alimenter le budget de l'État. Ça... Cette communication, elle n'existait pas en 2018-2019. Là, il y a quand même l'idée de créer un outil, quelque chose d'assez structurel, qui soit une manière d'alimenter en cash le budget de l'État américain. Ça inscrit quand même cette logique dans quelque chose d'un peu plus structurel, peut-être. C'est vrai, mais quand vous faites les mathématiques, les politiques douanières ne financent pas du tout et ne permettent pas de financer... Ça marche pas. Non, ça ne fonctionne pas. C'est un financement qui reste relativement faible. Le seul financement possible, on en a parlé un petit peu avant l'émission, mais le seul financement important, par exemple, qu'a mis en place le gouvernement de Joe Biden pour financer l'IRA, c'était la politique de santé aux États-Unis. C'est les renégociations des prix des médicaments. Il a financé le plan d'IRA à peu près à hauteur de 30 à 35% avec la baisse des prix des médicaments. Et ça, c'est relativement important. Pourquoi ? Parce que les dépenses de santé aux États-Unis... Donc il a fait baisser les dépenses de santé, c'est ça Alors en fait, la nouvelle législation qui a été mise en place, c'est effectivement donner la possibilité à Medicare, qui est le principal acheteur de médicaments aux États-Unis, de pouvoir négocier des prix qui peuvent baisser jusqu'à 60% sur 60 médicaments jusqu'en 2031. Et ça, c'est assez game changer. Et ça, c'est des économies qui sont... Enfin, des économies, ça permet effectivement de financer en partie les plans de relance ou alors les baisses d'impôts que pourrait prolonger Donald Trump, voire les renforcer. Les renforcer. Et ça, c'est important parce que les dépenses de santé aux États-Unis, c'est un vrai sujet. Les dépenses de santé aux États-Unis, c'est 25% du PIB. En Europe, c'est 10%. Donc, en fait, les dépenses de santé... Aujourd'hui, le prix des médicaments est fixé complètement librement. Donc, on arrive à des prix des médicaments qui sont stratosphériques et qui, effectivement, pèsent globalement sur les déficits. Donc, c'est un sujet. Et le vrai sujet politique va être, et d'ailleurs, Trump, avec la nomination de Robert F. Kennedy, et puis avec les discours qu'on a vus de Donald Trump sur la politique de santé, on voit bien que c'est un angle d'attaque qui est important, puisqu'il a dit je continuerai, qu'il allait continuer, voire élargir cette restriction. Lui aussi, il veut contrôler les prix des médicaments aux États-Unis. Parce que c'est un levier important pour le déficit. Oui. Donc en fait, et une manière de montrer qu'on contrôle les prix aussi. Voilà, et sans impact globalement sur l'inflation, etc., ou sur la croissance. Un impact positif, effectivement, sur le pouvoir d'achat des ménages, etc. Alors que les politiques douanières, il y a quand même des ramifications qui sont relativement importantes, qui peuvent être importantes, en tout cas, sur la croissance et sur globalement les échanges avec la Chine. Ouais, bon, et ça, c'est cette logique-là, poursuivie par Joe Biden et demain sans doute par Donald Trump également, pour l'investisseur vis-à-vis du secteur pharma. Alors, du coup, c'est un vrai game changer pour le secteur pharmaceutique parce que le secteur pharmaceutique est concentré aux États-Unis. Globalement, tous les laboratoires pharmaceutiques dans le monde ont une exposition entre 35 et 40% aux États-Unis, normal, puisque les marges sont 2 fois plus élevées aux États-Unis qu'en Europe, au Japon, où effectivement le prix des médicaments est négocié, réglementé, etc. Donc, c'est un vrai game changer et c'est pour ça, c'est ce qui explique d'ailleurs que depuis le mois de juin, là où on a commencé à avoir en fait des discours politiques autour de ces politiques de santé aux États-Unis, on a commencé à avoir un de-rating très fort de tous les laboratoires pharmaceutiques dans le monde. Les valorisations étaient de l'ordre de 18 fois les résultats. Aujourd'hui, on est à 14 fois. Pas seulement d'ailleurs sur certains acteurs comme Novo ou Eli Lilly. Eli Lilly, on avait atteint des niveaux stratosphériques à 60 fois les résultats. Novo, on était à 40. Donc on a eu un de-rating très fort avec une baisse des prix de 40% du cours de bourse de Novo, 20% d'Eli Lilly. C'était Nvidia et Hermès, les deux en fait. C'était, tout à fait. C'était tout à fait ça. Et ce de-rating est lié, alors on a vu avec les résultats d'Eli Lilly, qui était un petit peu compliqué, mais en fait,
fait, avec des valorisations aussi exigeantes sur certains acteurs, ça nécessite effectivement de ne pas décevoir au moment des publications de résultats. On voit bien ce que ça a donné pour Eli Lilly qui baisse globalement de 7% sur la séance, avec des résultats qui en absolu hier, étaient très bons. Oui, c'était hier. Hier. Des résultats qui en absolu étaient très bons, mais qui étaient effectivement légèrement inférieurs aux attentes. Donc attention, parce que ça change complètement le modèle financier des secteurs, enfin des acteurs pharmaceutiques qui étaient sur des valorisations qui étaient très élevées. Oui, l'environnement va être différent de ce point de vue-là. On pourra revenir sur la politique migratoire, mais Laurent, pour faire tourner la parole, là, Trump, à partir de lundi, qu'est-ce que vous attendez ? Est-ce que vous attendez des réponses déjà à des questions qu'on peut se poser ? Et puis, comment vous voyez la suite ? Alors, j'attends beaucoup de choses, mais je crains surtout un réveil. Donc moi, j'ai un discours très différent. Je crains un réveil un peu brutal des investisseurs qui me semble être assez complaisant vis-à-vis de la politique et de l'administration Trump, qui ne sera peut-être pas raisonnable. J'entends toute la journée que sa frange politique, quand on regarde le Sénat où la Chambre est limitée, et que rapidement, beaucoup lui ont dit attention, cette loi est bipartisane, que 18 républicains avaient signé une tribune sur l'IRA, que 14 ont été élus, et que si on compte et moins 14, il perd. Moi, je pense qu'il peut aussi pointer du doigt ceux qui sont républicains et il va dire... Toi, tu ne votes pas pour les Républicains et tu as été élu par des électeurs républicains, tu ne mérites peut-être pas notre casquette la prochaine fois. Donc je pense qu'on va avoir un jeu politique qui va être assez violent. Je me souviens bien évidemment des tensions sur 2018, puis je me souviens surtout de la performance des marchés financiers le dernier trimestre 2018. -20 en ligne droite, ça s'appelle un bain de sang. Même sous Trump, on peut prendre un -20 sur le marché US, quoi. On peut prendre un... bien de le rappeler. Voilà. Donc, attention, je trouve qu'il y a énormément de complaisance aujourd'hui. Tout le monde se dit qu'il est pro-business, c'est sûr, c'est un businessman. La performance du S&P l'intéresse, la performance de chacune des valeurs qui sont en général des lobbies qui le soutiennent depuis toujours l'intéresse grandement. Mais je crains qu'aujourd'hui, son arme de négociation soit plus féroce et que l'animal soit redoutable. Pourquoi ? La première chose, il a bien vu que la dernière fois, il s'est fait avoir sur les devises et que depuis l'annonce de son élection prochaine, puis de sa victoire et de son arrivée, on a, je pense, tous vu que l'ensemble des devises rapportées au dollar a fléchi. L'euro perdu 6, 7, 8 figures en ligne droite. Je vais éviter de parler du yuan qui s'est effondré pour retourner à des plus bas. Et donc, globalement, on a tous fait la moitié du chemin de la baisse de nos devises par rapport à la sanction annoncée. Je pense que l'animal a compris qu'il avait déjà perdu une partie de la moitié de la partie. Et donc, attention, parce que je trouve que les marchés sont assez sereins, assez complaisant, alors qu'au contraire, les marchés obligataires, pour différentes raisons, le message de la Fed entre Noël et le jour de l'an, il a été assez surprenant. C'était un cadeau au goût amer au lendemain de Noël. Mais je trouve que les marchés obligataires ont des vitesses de réaction qui sont probablement un peu plus coordonnées et peut-être plus rationnelles, et que les marchés d'equity sont peut-être probablement moins irrationnels. Et quand on va regarder certaines valorisations sur certains segments, et clairement l'exemple je le partage totalement sur la santé, en plus il y a eu quelques petites anomalies de publication de résultats sur des phases pour Novo par exemple, elle aussi, entre Noël et le jour de l'an, valait mieux. C'est un -20, c'était un -20. Ça a été un -20. Je crains que notre réveil soit plus douloureux qu'on ne l'imagine. Et c'est le marché américain qui serait en première ligne dans cette idée-là Alors non, parce que ce sera tout pour l'Amérique, une fois encore, et je pense qu'il sera assez protecteur. Alors le premier soutien du marché américain, et on en a parlé plusieurs fois, c'est la capacité des entreprises à racheter leurs actions. Voilà, on est sur 1000 milliards cette année probablement qui vont être cassés, c'est colossal. C'est un soutien qui est massif. Celui-ci, la vocation à perdurer. On est dans une phase de dérégulation et de déréglementation. C'est l'objectif de cette administration. Ça va aider, entre guillemets, peut-être les banques à préparer la bulle prochaine et la crise de 2028, 29, 30, je n'ai aucune idée, mais elle peut arriver par le secteur financier. Donc très clairement, aujourd'hui, je pense que le marché américain sera protecteur parce que le dollar a vocation à rester encore fort quelques trimestres et que M. Trump va faire en sorte de protéger le marché américain. En revanche, ce qui va se passer à côté, c'est un autre sujet. Ça créera des opportunités, mais je trouve que ces marchés sont aujourd'hui trop sereins et trop complaisants. Ouais, d'accord. Mais ça veut dire que pour un marché comme l'Europe, ou comme vous le disiez tout à l'heure, déjà beaucoup de pessimisme pricé, il n'y a peut-être pas eu encore la capitulation. C'est peut-être pas la capitulation, mais c'est peut-être pas la vitesse de réaction qui engendrera le rebond. D'accord. Ouais.
Bon, chaque marché, effectivement, regarde Trump de manière un peu différente, peut-être. On peut redire un mot des marchés obligataires, vous le disiez tout à l'heure. Alors, peut-être que là aussi, on est allé un peu dans l'extrême, mais c'est vrai qu'en tout cas, on a beaucoup reparlé, alors ce qu'on appelait historiquement les bond vigilantes, ou moi j'appelle ça la patrouille obligataire. C'est-à-dire qu'il y a quand même l'idée à un moment que les investisseurs obligataires, et pas forcément les investisseurs de court terme, peut-être que même des investisseurs obligataires de long terme sont en train quand même de réfléchir au prix auquel ils ont envie d'acheter de la dette américaine aujourd'hui, par exemple. Oui, tout à fait, mais justement, ça rejoint cette incertitude sur la politique fiscale et la latitude de politique de déficit que peut creuser encore Trump. Donc moi, j'attends vraiment 3 éléments en fait de ce que va venir Trump. L'impact sur l'économie en interne, sur la consommation et sur la force en fait de la croissance américaine. Est-ce qu'il va continuer est-ce que ça va être un standard? Il y a Elon Musk derrière qui veut couper tout le budget fédéral quasiment. Donc ça, c'est un impact quand même massif au fait sur l'économie américaine. Donc on n'en sera peut-être pas là, mais en gros, ça, c'est un pan. Le deuxième, effectivement, c'est tout ce qui est trait aux relations internationales. Et le troisième, c'est les matières premières. On s'attend... Trump pourrait, d'une part, en fait, annuler tous les executive orders de Joe Biden sur la régulation des forages aux États-Unis, ce qui pourrait en fait faire venir baisser le pétrole, ce qui serait positif pour l'inflation et ce qui parlait à Monsieur Tout le Monde aux États-Unis. Donc, c'est quelque chose de très probable. Est-ce que la crise avec la situation Ukraine-Russie va connaître un dénouement avec le deal maker, Trump le deal maker, ce qui aura un impact potentiellement. On est en train de durcir les sanctions là, hein. Ça commence encore sous l'égide de Joe Biden, mais ça va peut-être se poursuivre à partir de lundi sous l'égide de l'administration Trump. Le dernier article qui est paru aujourd'hui, il parle de soit il va durcir encore plus les sanctions, soit il va alléger la sanction pour montrer sa bonne foi de négociation. Donc, en fait, c'est cette incertitude-là en fait, qui est quand même... C'est le prix de cette incertitude-là qu'on voit aussi beaucoup dans le marché de taux. Voilà, effectivement, parce que du coup, ça pose la question de la trajectoire du déficit et effectivement, où est-ce que ce niveau de déficit va atterrir en essayant de réconcilier tous ces objectifs qui ont été énumérés par le candidat Trump. Par contre, en fait, quand on regarde d'autres marchés, justement, on parlait des devises, on voit que le dollar s'est fortement apprécié. Donc ça tempère quelque peu l'impact inflationniste, effectivement, ce que vous soulignez. Et l'autre point, c'est sur le marché du crédit, où en fait on est vraiment sur une trajectoire complètement différente du marché de taux, où on est plutôt dans l'optimisme du marché action. C'est-à-dire que, en gros, la prime de risque qu'on demande aux entreprises américaines, alors que le taux de défaut historiquement est 1 point à 1,5 point plus élevé aux États-Unis qu'en Europe, parce que les entreprises ont une logique financière qui est beaucoup plus agressive. Et ben en fait, aujourd'hui, on demande plus à une entreprise pour assurer une entreprise européenne qu'une entreprise américaine. Et ça, c'est plutôt une anomalie dans l'histoire, parce que justement, on a ce taux de défaut historique qui est plus élevé. Sauf qu'en fait, quand on regarde dans les faits, aujourd'hui, l'économie américaine tient. On a une croissance qui est plutôt positive. On a un taux de défaut à 2,6-2,7%, alors qu'en Europe, on est dans une croissance molle, si je suis optimiste, et on a un taux de défaut à 3%. Donc en fait, on est déjà dans cette logique déséquilibrée. Et ça, si le président Trump implémente certaines de ces politiques, on va dire, qui sont pro-croissance, ce qui importe le plus pour le marché du crédit, c'est pas tellement le niveau de taux, c'est le niveau de taux, mais c'est aussi beaucoup le niveau de croissance. Donc si vous êtes dans une situation où vous avez une inflation qui reste sous contrôle, même si elle ne revient pas vers les cibles de 2%, mais vous avez une croissance qui continue d'être élevée, eh bien en fait c'est très positif pour le marché du crédit. Voilà. Bon, très intéressant. 2 années exceptionnelles coup sur coup pour les marchés de crédit, 23 et 24. Oui, tout à fait. Donc on a eu en fait des années où on a eu pas mal de volatilité sur le marché de taux. C'est-à-dire qu'on a eu des taux, on est passé de 7 pricing de baisse de taux jusqu'à 1 aujourd'hui. Voilà. Ça, 1 exactement. Aujourd'hui. Exactement. Mais en fait, globalement, ça a été plutôt un environnement qui est très positif pour les actifs de rendement, dans cette logique de, en fait, je ne cherche pas une performance qui est... j'achète pas un potentiel de performance future comme dans le marché action, je lock un niveau de taux et en fait je m'assois dessus, je touche au rendement. C'est une logique qui est très bonne
du moment que la croissance tient, c'est vraiment, je reviens sur ce point de croissance, et on a été dans un environnement où la croissance a été stabilité de la croissance qui compte, c'est voilà, ça. Tout à fait. Ouais. Vos commentaires, Nourane, si vous le souhaitez. Je voulais qu'on puisse parler aussi d'un autre secteur. On a évoqué la pharma avec vous, le luxe. Un mot peut-être du secteur des semi-conducteurs et même du thème de l'IA à travers la publication de TSMC, qui fait partie, là aussi, dans ce début d'année, des facteurs de soutien positifs pour le marché. Alors que le secteur des semis, alors c'est compliqué parce qu'on a tous Nvidia en tête et Nvidia va plutôt bien, y compris sur le plan boursier, mais c'est vrai que tout le reste des semi-conducteurs a connu une année 2024 très compliquée. ST Micro en Europe, c'est moins 40 l'an dernier, par exemple. AMD aux États-Unis, c'est pas une bonne année non plus sur le plan boursier. Non, c'est pour ça que effectivement la publication de TSMC a été très bonne et elle a été essentiellement boostée, encore une fois, par l'IA, et le segment haute performance croît de 60%, ce qui amène globalement une croissance des résultats de TSMC sur l'année à 34%. Donc c'est des très bons résultats. Je pense que ce qui est intéressant, c'est de noter un peu les messages qui ont été portés pour l'année 2025 et pour les années suivantes. Il y a 3 messages à retenir. Le premier, c'est la poursuite du développement de la croissance de l'IA. Donc là où effectivement certains spécialistes s'attendaient peut-être à un affaiblissement de croissance dans l'IA, on continue à être boosté par cette thématique-là. Et surtout, ce qui a été noté, c'est toujours un déséquilibre entre l'offre et la demande, donc avec une offre qui est largement inférieure à la demande aujourd'hui dans ces segments les plus avancés. Faut voir, Microsoft a dit quoi? On va dépenser quoi? 80 milliards. Donc voilà. Donc on continue effectivement à avoir des investissements importants de la part des hyperscalers aux États-Unis. Donc ça, c'est positif. Deuxième point, et ça, c'est ce qui a manqué en 2024, c'est sur les marchés les plus traditionnels. Sur les marchés les plus traditionnels qui étaient en reprise globalement relativement lente, ce qu'a noté TSMC, c'est qu'en fait, on commençait à avoir une certaine normalisation des stocks, donc moins de risques sur ces marchés traditionnels que sont le PC et les smartphones. Donc ça, c'est encore un message qui est plutôt important parce qu'en 2025, si on a cette stabilité de ces marchés finaux, dans ces cas-là, avec une poursuite de l'IA, on va avoir effectivement, globalement, un secteur qui va être encore assez poussif, mais cette fois, ne sera peut-être pas polarisé seulement sur... D'autres acteurs vont pouvoir en profiter. Voilà, d'autres acteurs vont pouvoir en profiter. L'autre élément, et d'ailleurs, quand on regarde globalement l'équilibre offre-demande au global sur le secteur, on a une demande, alors selon les spécialistes, qui va progresser entre 11 et 15%, et on a une offre qui progresse que de 6 à 7%. Donc en fait, au global sur le secteur, on a encore cet équilibre offre-demande qui est favorable, sachant que c'est le point faible quand même historique du secteur des semi-conducteurs, avec des surcapacités énormes, des investissements massifs qui ont été faits alors que la demande ralentit, des problèmes de stockage et donc des problèmes de prix. Donc aujourd'hui, si on a des équilibres qui sont favorables, c'est plutôt positif pour l'ensemble du secteur. L'autre point qui était important à noter dans la publication de TSMC, c'est sur le plan géopolitique. Alors, il n'a pas donné beaucoup d'éléments parce que c'est compliqué, la visibilité est relativement faible, mais ce qu'il a dit, c'est que, bon, globalement, c'était effectivement gérable et que sur les marchés traditionnels... Vous parlez de quoi? De Taïwan ou de Trump ou des deux? Des deux. Des deux, oui, d'accord. Les deux sont complètement liés. Donc, les deux. Mais globalement, c'était gérable au niveau de la société, surtout qu'ils ont fait des investissements, et tout le monde l'a fait, des investissements importants au Japon, aux États-Unis. Il y a des usines qui vont rentrer en production dès 2025. Puis ils remettent 40 milliards de capex. Là. Donc voilà. Donc en fait, ça c'est plutôt, je dirais, c'est plutôt bon signe. Et puis ce qu'il disait, et ça c'est vrai, et ça on le sait, mais enfin il l'a répété, c'est qu'en fait les problématiques ou les règles sur les exportations ne sont pas faites sur les marchés traditionnels. C'est les marchés traditionnels qui portent encore globalement complètement. C'est la legacy, l'héritage est encore important de ce point de vue-là. Oui. Tout à fait. Et vous avez dit en plus les marchés qui repartent un peu là. Ouais, donc ça c'est des éléments qui sont positifs et qui permettent peut-être effectivement de se repositionner sur un secteur qui a vu une baisse très forte des valorisations en 2024. Il faut regarder le secteur des semi-conducteurs avec Nvidia, mais aussi sans Nvidia. Mais aussi sans Nvidia, et c'est les messages qui sont intéressants. Comment alors le thème semi-conducteur, c'est un secteur, mais derrière évidemment c'est le thème de l'IA. Et quoi la réflexion quand on doit investir de l'argent pour le compte des clients sur la manière de faire en 2025, sachant tout ce qu'on sait déjà? J'ai envie de dire, il y a plusieurs postures. La première, c'est d'être monsieur loyal, et ça peut être le sujet. Ça peut être aussi un agitateur détracteur d'idées. Donc je vais mettre du positif et je vais mettre un mais.
Du positif, c'est que clairement, quand on voit la dynamique de CAPEX, ça reste cœur, ça reste incontournable. Et démarrer l'année sans avoir de techno au sens large, alors est-ce qu'on est sur TSMC, est-ce qu'on est sur des acteurs européens, est-ce qu'on peut s'internationaliser aux États-Unis? Chacun fait en fonction de sa liberté, mais clairement, avoir la tech encore aujourd'hui dans les portefeuilles, ça semble incontournable pour débuter 2025. En revanche, je pense qu'en termes d'investissement, il y a 2 questions qui vont se poser. C'est pour ça que j'y mets un mais. La première, c'est la dérivée seconde. C'est que sans eau et sans électricité, les promesses des hyperscalers ne seront pas réalisées. Et quand on voit la gloutonnerie de ces data centers, ça suit pas. J'ai du mal à faire l'équation à un horizon 3-5 ans. Quand je vois que dans l'État de Virginie, aux États-Unis, on est déjà à plus de 20% de la consommation électrique liée aux data centers, je me dis qu'il y a quand même un risque massif. Alors, il y a plein d'États qui sont à moins de 1% aux États-Unis, donc tout va bien. Mais il y a beaucoup d'études qui sont faites pour les États qui sont entre 1 et 5, 5 et 10, et ceux qui sont au-dessus. Il commence à y en avoir quelques-uns qui sont au-dessus. Et quand on voit la consommation d'eau, donc soit on s'en inquiète, soit on se dit que c'est incontournable et on va vivre comme ça et avec ces sujets-là demain. Et je pense qu'on est tous très heureux d'avoir un ChatGPT ou autre pour nous accompagner parfois. Ça pose une autre question, c'est est-ce qu'il n'y a pas des secteurs qui ont été complètement oubliés, abandonnés, détestés, peut-être à raison, peut-être à tort, je ne sais pas, pour préparer 2025 ? Le secteur de l'eau et de la technologie de l'eau, qui est plutôt un secteur américain, probablement moins européen. On pourrait discuter de Veolia, mais c'est malheureusement pas leur enjeu. Ça mérite un peu d'intérêt. C'est un secteur qui a beaucoup baissé. Et puis en Europe, alors c'est une souffrance absolue. Les taux élevés ne les aident pas. Mais à un moment ou à un autre, quand on voit les deals qui sont faits par toutes les sociétés qui sont des sociétés d'énergie renouvelable, mais pas que des renouvelables, c'est des deal makers, comme vous disiez tout à l'heure sur Trump. C'est-à-dire que quand Brookfield fait un deal avec Microsoft l'année dernière, quand Neoen se fait racheter en Cavis en Allemagne et ainsi de suite, ces gens-là, ils ont bien compris qu'ils n'avaient pas de sujet de pricing power. Non. Et donc surpayer... Microsoft va payer l'électricité. Non, c'est Microsoft va payer l'électricité beaucoup plus cher. 2,5 fois le prix. C'est ça. Spot pour s'assurer la sécurité sur 10 ou 20 ans. L'enjeu est massif. Peut-être que pour un investisseur contrariant et qui aurait un peu de temps, parce que alors avec Trump qui démarre lundi, ça peut être très rock'n'roll, surtout sur la partie basse, s'intéresser à quelques sociétés, des utilities ou des énergies propres, mériterait un peu d'attention si on est prêt à se dire rendez-vous dans 3 ans, parce que dans 3 mois, je crains que ce soit très volatile, et il faut avoir un cœur bien accroché. Donc j'irai regarder les dérivés secondes. Très intéressant. On peut terminer avec vous peut-être sur je vous relance sur le crédit à nouveau, Zacharia, mais c'est vrai que 2 années exceptionnelles, 23-24, est-ce que le crédit peut enchaîner sur une 3e année de très belles performances en termes de rendement riche? Je le rappelle, parce qu'il faut l'avoir en tête, il y a des indices high yield ou des poches de marché autour des subordonnées financières ou autres, qu'on fait des performances à 2 chiffres sur l'année, mieux que des indices actions avec moins de volatilité sur ces indices crédits. Oui, typiquement les dettes subordonnées bancaires, les fameuses. Donc est-ce qu'il y a encore du vent dans les voiles là, sur ces marchés-là l'année dernière. Oui, parce qu'en fait, quand on regarde globalement dans le marché du crédit, dans sa globalité, il y a la composante taux et la composante crédit. Donc on a perdu, on va dire, des munitions sur la partie crédit, qui était c'est la partie la plus risquée, c'est la prime des risques qu'on paye contre la défaillance d'un émetteur. Le spread, l'écart de taux, c'est ça. Voilà, exactement. Et celui-là, il s'est beaucoup resserré. On est sur des niveaux vraiment très bas par rapport à là où on se situe dans le cycle. Mais à contrario, la partie taux d'État est particulièrement généreuse. Et aujourd'hui, ça a du sens au fait d'aller faire une allocation dans laquelle vous captez au fait ces taux-là, mais dans une logique au fait de portage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous entendez pour un investisseur, il y a le livret A dont le taux va baisser. Les différents en fait, supports à court terme vont avoir en fait, des taux qui vont baisser. On se pose des questions sur les actions. Est-ce que c'est trop cher ou pas ? Mais en fait, sur le marché obligataire, vous achetez pas un potentiel de rendement qui est au-delà du spot que vous c'est en plus, verrouillez. Ça vient en plus, mais si jamais ça arrive. Oui. Mais en fait, voilà, vous êtes dans une logique de portage et bien entendu, en fait, vu le niveau de taux aujourd'hui et vu les perspectives à venir, ça reste vraiment, même dans une allocation diversifiée, ça prend beaucoup plus d'ampleur en termes de logique d'allocation. Ouais.
d'accord avec ça, je ne sais pas, sur le crédit Oui, ouais, ça reste Laurent, ouais. une très bonne idée pour démarrer 25 en termes d'allocation globale dans un mandat 60-40 qui a fait l'histoire des marchés financiers. Aujourd'hui, je trouve que les marchés obligataires et le crédit ont une place importante, voire à surpondérer certainement. Là, on a 2 belles journées pour le 60-40, là. Touchez-vous, là. C'est un rallye général depuis hier sur les marchés obligataires et sur les marchés actions, avec une très belle performance du CAC 40, on va le rappeler quand même ce soir. Plus de 2% de hausse grâce, alors non pas à LVMH ou Hermès, mais grâce à Richemont, qui a tiré l'ensemble du secteur du luxe aujourd'hui avec une des premières publications d'importance pour un groupe européen, suisse en l'occurrence. Merci à vous trois. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché. Ce soir, Nouran Charer, directeur de la gestion de Mansartis, Laurent Dédier, directeur général délégué chez Autingre Banque Privée, Zakaria Darwish, responsable des solutions taux et crédit chez CPR Asset Management.